en mode digital et de tout ce qui est en train de se transformer aux manières de pratiquer et de faire de la culture. Exactement. Et on est, Marie. On est super content d'être avec vous. Donc, moi, je suis Marie Picard. J'accompagne les acteurs et les institutions culturelles autour des transformations digitales. Voilà, on peut parler de nous pendant des heures, mais peut-être comme on le fait d'habitude sur ces lives un peu open atelier, l'idée c'est que on prend un sujet, on vous en parle, on essaye d'échanger un peu entre nous d'abord sur ce sujet, puis après on interagit avec vous si vous avez des questions, si vous avez envie d'en parler plus directement avec nous. Donc, les chats sont ouverts sur TikTok et sur YouTube. Vous n'hésitez pas à questionner, réagir, commenter, puis on interagira avec vous. Voilà, c'est un format qu'on fait souvent en présentiel et on a décidé, dans le cadre de Culture Pixel, de pouvoir le faire aussi en live assez régulièrement. On a quasiment 3, 5, 6 lives là, depuis 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Et voilà, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, sur notre site web culturepixel.com. Et si vous voulez être informé, suivre les infos, voilà, abonnez-vous à notre newsletter. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de démocratie et d'intelligence artificielle. Alors, pourquoi, Marie, on va vous parler de démocratie et d'intelligence artificielle aujourd'hui? En fait, je pense que c'est mi-mai à peu près OpenIA. Vous voyez cette structure qui est devenue un GAFAM en quelques mois à peine. Un énorme GAFAM. Voilà, qui en fait n'existait pas il y a 5 ans et qui, après, je pense, pas mal de temps de recherche et développement, a sorti à l'automne dernier le magique ChatGPT. Et donc, ChatGPT qui devient l'ultime IA possible pour pouvoir tout faire dans le monde. Donc, ils ont quand même réussi à faire ce truc incroyable qui est que, je ne sais pas combien de connexions ils ont eu, mais à côté, les réseaux sociaux ont besoin d'avoir peur, je pense, de type de pratique. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, finalement, Google et tous les grands GAFAM historiques, même s'ils n'ont que 15 ans, rappelons-nous quand même qu'on est dans des temporalités très courtes pour des industries, ils essayent de copier ChatGPT. Donc, juste se rappeler, ChatGPT, c'est ce petit outil sur lequel vous pouvez vous connecter en ligne très facilement. Et après, c'est juste un chat qui va répondre de manière assez sidérante, surprenante, étonnante. Sur des questions les plus diverses les unes que les autres. Donc, si vous avez déjà utilisé Alexa ou Siri, là, on est un peu sur le même genre de truc, sauf que c'est à l'écrit pour l'instant. Et qu'en réalité, on est sur une qualité de réponse qui est bien plus forte, avec de la conditionnalité, puisque maintenant, on sait qu'en fait, il faut poser des questions avec conditions. Si on lui pose juste une question comme on la poserait à Google, les réponses sont larges et pas forcément intéressantes. Mais si on vient apporter de la complexité dans la question qu'on pose, tout d'un coup, il peut quand même faire des réponses surprenantes. Franchement, moi, il y a des sujets, bon, bien sûr, en général, c'est mainstream et c'est du Wikipédia un peu repompé. Mais quand même, je trouve que c'est assez qualitatif. Toi, tu t'en sers pas trop, non? Non, je m'en sers pas trop. Moi, je m'en sers. Je dois avouer que je m'en sers. Après, moi, je suis un ingénieur informaticien, donc je sais comment ça marche, ce truc-là. Mais oui, je sais. Ouais. Non, mais je l'utilise un peu. Et surtout, j'interroge pas mal les gens autour de nous, savoir s'ils les utilisent. Et c'est vraiment massif, c'est juste génial. Il y en a qui font des lettres de candidature sur des postes. Il y en a qui ont fait des devoirs, ils ont eu des bonnes notes plutôt. Voilà. Un de mes fils a fait ça sur sa licence et il a eu des plutôt bonnes notes, 14,5, 15. Et en plus, on ne peut plus vérifier. Donc, je suis assez joyeux de l'utilisation de cet outil-là. Mais voilà, il fonctionne d'une certaine manière. C'est une certaine manière de produire la connaissance. Et c'est plutôt chouette que ces innovations-là. Et donc, ils ont lancé un appel à projet qui venait complètement répondre au questionnement qu'on avait depuis le départ, nous, sur ce type de proposition d'intelligence artificielle, autour de finalement comment est-ce qu'ils pourraient financer des approches plus démocratiques. Non, c'est pas financé. Oui, ils ont lancé une bourse. L'appel à projet était pour ça, quoi. Ouais, c'était pour financer des méthodologies plus démocratiques que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Et donc, pour définir les règles de l'IA. De l'IA, exactement. Ils sont attaqués sur... voilà, c'est quoi les règles de l'IA? Pourquoi on se pose cette question des règles de l'IA?
Sachant qu'eux, évidemment, ils sont sur une gouvernance internationale. Donc, en gros, ils ont besoin de répondre aussi bien au gouvernement américain, chinois et européen, quoi. Ce qui est un peu schizophrénique, et en termes de démocratie et en termes d'IA. Sachant que tous les pays que tu as cités n'ont pas forcément des approches démocratiques. Pas, en tout cas, se situent pas tout à fait au même endroit, quoi. Et donc là-dessus, nous, on a répondu à cet appel à projet et on avait envie d'échanger avec vous parce que la manière dont ça a été présenté, on trouvait ça hyper intéressant, en fait. Et on a répondu avec une équipe de gens qu'on connaît pas mal, qui sont basés à Barcelone et aux îles Baléares, platoniques, qui travaillent sur les questions de participation, les questions de comment est-ce que le numérique outille en fait la participation citoyenne. C'est un peu le pendant côté culture de ce que l'on fait nous à Culture Pixel. Exactement. Et du coup, déjà, ce sujet, il nous intéresse depuis on n'a pas été, jours. On a répondu, mais on n'a pas été retenu. Mais non, on n'a pas été retenu. Et les gens qu'on connaît, qu'on déposé, n'ont pas été retenus non plus. Combien ils ont eu de candidatures? 800 candidatures, ce qui n'est pas délirant non plus à l'échelle internationale. Pour 10 élus. Pour 10 élus, ce qui est quand même pas... c'est pas... Possible qu'ils connaissent les 10 élus et que c'était un peu pipé, non? Non, je pense pas. Ouais. Et ils nous ont dit que c'était pas la qualité de notre réponse qui était en jeu, mais qu'il y en a d'autres qui répondaient plus à leurs besoins et que l'IA, on allait rentrer dans un tournant et qu'il fallait qu'on continue à œuvrer dans ces réflexions-là, que notre proposition néanmoins pouvait permettre. Qui a répondu. Et je pense que c'est quand même un peu... Bon, on sait pas, on va voir. Comment ne pas vexer un candidat quand on... Voilà, c'est ça. ChatGPT peut complètement répondre à ça. Et donc, d'un coup, on s'est dit, oui, on va le partager avec vous, avec une ou deux personnes avec qui on avait gambergé sur cette réponse-là. On s'était dit, ça serait intéressant de rendre visible, en fait, de dire qu'on a répondu à ces choses-là, parce que ça pousse aussi au débat, au questionnement, ça fait avancer aussi nos réflexions. Nous-mêmes, on a hésité avant d'y répondre. On a parlé de gamberger, on a fait une petite semaine de consultation de gamberge. Dans le sens où on s'est dit, si on les aide à faire le truc plus démocratique, c'est cool, mais si c'est finalement une intelligence artificielle qui aura des impacts demain hyper négatifs sur notre société et qu'on les a aidés, on va se retrouver à avoir signé un truc sur lequel on n'est pas du tout d'accord. Démocratie washing, et c'est vraisemblablement... À 100 000 balles, on avait quand même envie d'y participer. Mais... Voilà. Non, et surtout, ça permettait de tester les hypothèses. Et on leur a écrit et on comprend d'une certaine manière, alors ça, c'est une petite pirouette, on comprend pourquoi ils ne nous ont pas choisi, parce qu'on leur a dit que leur appel à projet n'avait rien de question démocratique, puisque pour nous, la démocratie, ce n'est pas technique ou méthodologique, et qu'elle est construite plutôt par des modes de relation. Cette manière, on l'a dit souvent, et si vous regardez nos vidéos sur Culture Pixel, quand on parle de culture numérique, parce que Culture Pixel, c'est cette chaîne qui aide à décrypter les cultures numériques. On a fait toute une série de contenus. Juste peut-être un petit détail, c'est que sur YouTube, c'est vraiment du contenu tuto, très, très institutionnel et tout ça. Alors, désolé, on ne fait pas de live avec d'autres gens pour l'instant, mais pourquoi pas plus tard. Et par contre, sur TikTok, c'est un peu de la blague, quoi, sur finalement les politiques culturelles. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on avance? Voilà, c'est une manière dont tu viens en fait titiller. Voilà, c'est écriture TikTok, on essaye de titiller un peu le monde. Et donc, on leur a dit que sur peut-être. On a tourné. Et on leur a dit, donc c'était pas tout à fait démocratique. La démocratie pour nous, on l'appréhendait vraiment à l'endroit de cette question dans les vidéos. Je reprends. Oui. On parle souvent de Hannah Arendt, qui est pour nous une autrice très forte des années 30-40 sur les questions politiques, qui dit la politique, c'est ce qu'il y a entre les personnes, c'est entre les humains. Et donc, la question des outils numériques et de ces outils d'information et de communication sont entre nous, mais pour autant, ils ne portent pas, ils ne sont pas neutres, mais ne portent pas en soi d'approche politique et qu'il faut les politiser par leurs usages, etc. Et on leur a dit, si vous voulez politiser aussi cette manière de construire de la règle démocratique, il faut que vous veniez avec nous dans les panels, dans les instances, dans le processus et dans les méthodes qu'on va vous proposer. Et on a besoin des cadres dirigeants d'OpenAI, on a aussi besoin de gens qui viennent des États. Et donc, effectivement, on a poussé le bouchon un peu long en leur disant, on est prêt à répondre, mais d'un coup, ça, c'est nos règles pour pouvoir fonctionner ou pouvoir développer des fonctionnements démocratiques. En gros, ce qu'ils nous demandaient dans l'appel à projet, c'était de tester sur un panel, donc une branche de 500 personnes, comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre une solution plus démocratique. C'était une solution technique, donc une solution logicielle,
qui permettrait de rendre le process plus démocratique sur une dizaine de sujets, mais qu'on pouvait aussi ouvrir à d'autres, qui étaient par exemple, nous c'est celui sur lequel on est parti, comment traiter les approches de croyances individuelles. Non, on arrive à traiter les minorités culturelles dans les réponses ou l'approche des minorités culturelles dans les réponses que donne OpenIA. Et donc ça, la question en sous-texte, c'était si un enfant de 15 ans demande à OpenIA est-ce que c'est bien ou c'est mal de penser, de croire en Dieu, d'être homosexuel, d'être ci, ça, X. Est-ce que OpenIA devait répondre de la même manière en France, en Chine et aux États-Unis Quel principe devait guider l'IA lorsqu'elle traite des sujets qui impliquent à la fois les droits des humains, les droits de l'homme, et les différences culturelles ou juridiques locales, comme les droits des LGBTQ et les droits des femmes? Les réponses de l'IA doivent-elles être modifiées en fonction du lieu ou de la culture où elle est utilisée? Donc là, on est sur vraiment un truc de gouvernance mondiale, en fait. Est-ce que aujourd'hui les IA doivent considérer que la pensée occidentale dominante doit être appliquée partout dans le monde, ou est-ce qu'on doit se greffer finalement à un mode de pensée par pays, par langue? Enfin, qu'est-ce qui prédomine, quoi? Est-ce que c'est la géolocalisation? Est-ce que c'est la langue? À quel endroit ça se passe, quoi? Et vous savez que ça, c'est des questions qui nous intéressent. Vous vous rappelez, si vous nous suivez, que je suis passé par l'UNESCO et qu'on avait traité ces choses-là. La déclaration et la convention sur la diversité culturelle de l'UNESCO de 2005 sont des choses qui nous animent beaucoup. On reviendra tout à l'heure sur un de ces éléments-là. Et donc, d'un coup, c'est le sujet qui nous a fondamentalement intéressés. On s'est dit, oui, pourquoi pas, testons aussi la manière dont on peut travailler avec des approches techniques sur ces types de production de règles, parce qu'on croit néanmoins qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de coopérer en fait avec les machines d'une certaine manière, de coopérer, c'est-à-dire de fonctionner avec les machines dans cette idée de l'opération. Enfin, c'est une idée un peu technique, mais ça fonctionne mieux en anglais qu'en français. T'es perdu là. Même moi, j'ai rien compris. Ah oui, on a besoin de coopérer avec les machines, de fonctionner avec les machines pour produire, y compris de la règle démocratique. Donc voilà, d'où l'expérience, d'où pourquoi au final on a décidé d'y répondre. Donc peut-être on va vous partager sur l'appel à projet. Non, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on appelle une intelligence artificielle? C'est peut-être ça la question auquel il faut répondre dans un premier temps pour mieux comprendre comment elle pourrait être démocratique, quoi. Parce que aujourd'hui, dans IA, on met n'importe quoi. Enfin, je veux dire. Et alors donc moi, en bon vieux ingénieur informaticien, donc dès qu'on dit l'IA, ça m'énerve. Donc j'ai néanmoins cherché à regarder. Donc aujourd'hui, on voulait juste vous partager effectivement que sur la question des IA, il y a deux auteurs qu'on aime bien. C'est récent, c'est Jean-Gabriel Gagnacia qui a écrit entre autres Le mythe de la singularité, qui revient sur les principes qui construisent l'IA, et c'est super intéressant. Et nous, ça nous paraît important, avant de rentrer dans la production de règles démocratiques, de poser cette réflexion de quelle place les algorithmes, les IA ou l'informatique peuvent avoir dans la démocratie, de savoir ce que sont ces machines-là. Et derrière, l'IA, c'est effectivement que ce sont des algorithmes. Et les algorithmes, ce sont quoi? Ce sont des programmes informatiques qui font fonctionner des machines, des choses que les humains, les informaticiens et les informaticiens produisent, écrivent, sont des règles qui ont fonctionné à partir d'une logique assez traditionnelle. Moi, je dis très souvent, la programmation informatique est issue de la pensée philosophique grecque, et entre autres du syllogisme. Aujourd'hui, on a besoin quand même néanmoins de gouverner comment on fait fonctionner ces machines-là. Tout à l'heure, en préparant ce live-là, on se disait, mais voilà, on pourrait comparer ça d'une certaine manière quand on fabrique, quand on est dans les entreprises de l'agroalimentaire, celles et ceux qui vont fabriquer l'agriculture, les entreprises agricoles. Mais aujourd'hui, dans la manière dont on fait, on essaie de faire avec de moins en moins de pesticides, parce qu'on sait que les pesticides, ces technologies-là, elles viennent abîmer la terre. Aujourd'hui, dans l'IA, dans l'algorithme, dans l'informatique, quelles sont les règles avec lesquelles on va essayer de faire fonctionner les algorithmes qui, néanmoins, non pas nous gouvernent, mais gouvernent beaucoup de choses ou font fonctionner beaucoup de choses dans notre monde. Sachant que ce qui a changé sur la dernière vingtaine d'années, et c'est sur quoi, on vous disait tout à l'heure, ChatGPT nous a complètement scotché, c'est qu'effectivement, on a une masse de données absolument dingue dans lesquelles les logiciels, les règles de fonctionnement peuvent puiser pour produire de la connaissance et du savoir. Et ça, c'est quand même juste génial.
Donc en gros, hein, de toute façon, c'est un peu comme ça que fonctionnent ces machines, c'est-à-dire qu'elles pompent tout ce qu'il y a sur le web, tout le temps, en permanence, hein. Tu peux leur poser des questions même d'actualité, elles sont en capacité d'y répondre et derrière, elles remâchent ça pour que ce soit, socialement, compatible, quoi, et qu'elles aient pas un discours, haineux et cetera. Donc ça, elles se protègent déjà, quelque part, d'un certain nombre de problématiques, dites démocratiques, en tout cas pour rester dans le cadre de la loi. Mais à creuser un peu, et si ça vous intéresse dans un des prochains lives, on reviendra sur les principes en fait qui font fonctionner ce qu'on met derrière l'intelligence artificielle, en fait, ne fonctionne que dans une interaction permanente avec de l'intelligence et du savoir humain. En fait, il n'y a rien de complètement autonome dans ces outils-là, une espèce de fantasme ou de mythe qu'il y aurait une autonomie des machines. C'est-à-dire que clairement, enfin, que ce soit ChatGPT au départ, mais aussi aujourd'hui, tu as un pouce en l'air, un pouce en bas, et tu vas lui dire si ça convient ou si ça convient pas. Et pendant toute une période, c'est des humains qui derrière étaient à la relecture des contenus. Parfois, et, enfin, je veux dire, moi je le crash test en permanence et parfois ça marche vraiment pas et il se plante et il comprend rien à ce que tu lui demandes, quoi. Et puis tout d'un coup, tu reformules ta question et tu comprends que voilà. Ou alors, moi, par exemple, quand je lui demande des références, j'ai remarqué que très généralement, il commence par des références anglophones. Parce qu'en fait, c'est là qu'il a le plus de contenu et le plus d'infos. Et quand je lui demande des références françaises, il finit par me les sortir, mais c'est souvent un peu laborieux derrière. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait gouverner? Comment les IA pourraient être plus démocratiques? La première chose, c'est effectivement essayer de rendre démocratiques les règles avec lesquelles on décide de faire fonctionner les machines, comme on a construit avec plein d'autres technologies des règles qui permettent de faire fonctionner les techniques. Le deuxième point, c'est un sujet qui t'intéresse et qui nous intéresse particulièrement, tu l'as réécrit dans l'édito de la newsletter de cette semaine, sur les questions de diversité. La place des diversités et la place là-dedans que l'on peut donner à toutes les expressions culturelles et à notre capacité, les uns et les autres aussi, produire de la connaissance du savoir et des éléments de culture sur ces outils-là. C'est-à-dire qu'avec ChatGPT, on a une forme de... On va faire converger plein d'informations et on a une forme d'homogénéisation néanmoins de la production qui peut ne pas laisser place aux diversités. Et là, c'est quelque chose dans lequel l'UNESCO, même l'OCDE, l'Europe, essaie de creuser. Et un endroit de gouvernance de ces algorithmes-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'expression des diversités, c'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement sur la fabrication. On a entendu sur la radio une émission avec un linguiste qui parlait de ChatGPT. Il disait, mais on ne sait pas quelle langue parle ChatGPT au final, parce que c'est une forme de gloubi-boulga de plein de langues différentes. Donc, on a besoin aussi de pouvoir faire en sorte que on garantisse que les algorithmes puissent prendre en compte nos diversités artistiques, culturelles. D'où la question que tout à l'heure tu aurais évoquée, Marie, qui nous avait intéressés. C'est ça, exactement. Troisième notion qui nous paraît important à partager avec vous pour rendre démocratiques ces outils-là, c'est la question de l'inclusivité, de la manière dont on va traiter les biais. Hein, tu parles aussi très souvent de la manière dont on pose des questions d'inclusivité, et tu le relis aussi à quelque chose qui est important aujourd'hui et qu'on voulait partager avec vous. La question de l'inclusivité, c'est la question de l'égalité, donc c'est une question de droit. Et donc là, ChatGPT est vraiment, enfin OpenAI est hyper prudent parce que tu te rends bien compte qu'en réalité, ils sont obligés de répondre aux enjeux démocratiques, en tout cas liberté, égalité, fraternité pour la France et aux enjeux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quoi. C'est-à-dire que ChatGPT ne peut pas te conseiller comment organiser un braquage. Non, puis même, et au-delà, c'est-à-dire que d'une certaine manière, les questions d'inclusivité de toutes nos personnes humaines à l'échelle de la Terre est un droit, à un moment donné, international, et les algorithmes doivent pouvoir intégrer ce droit-là comme étant un principe de fonctionnement de base des algorithmes. Ce droit-là, il est, d'une part, il est fondamental et donc ils sont obligés d'y répondre, mais d'autre part, ça pose aussi des questions parce qu'après, finalement, le flux des marchandises, la globalisation, aujourd'hui, la question du flux des datas, forcément, ça nous pose un certain nombre de questions sur l'influence que ça va avoir sur nos cultures humaines au pluriel, quoi. Et dernier élément qu'on voulait partager aussi avec vous, quatrième élément, après la question de comprendre comment fonctionnent les IA, la question des diversités, la question de l'inclusivité. Le quatrième principe, c'est une question aussi de base économique. Et là, on reprendra
Un autre auteur qu'on aime bien, qui est passé en France il y a 10 jours, c'est Fred Turner. On en parle très souvent de Fred Turner. Et il a donné plusieurs interviews, dont un chez AOC. Et il dit l'un des plus grands défis posés par la technologie aujourd'hui, ce n'est pas la technologie elle-même, mais c'est la capture de l'appareil réglementaire étatique par les grandes firmes technologiques, ce qui s'est absolument produit aux États-Unis. Et il dit aujourd'hui, il faut être extrêmement attentif de faire en sorte que toutes les réglementations et toutes les lois, le droit, n'évoluent pas au profit que des entreprises, mais véritablement aussi des citoyens. D'où l'importance que tu évoquais tout à l'heure, la question de l'égalité comme un droit. Et là-dedans... Là-dessus, on peut peut-être citer un peu l'histoire, par exemple, de la réglementation sur le piratage de la musique ou des films en ligne, où finalement, le temps qu'on réglemente, on est passé à d'autres formats, avec les plateformes, etc. Et les plateformes ont reproduit une forme d'inégalité très forte qui fait qu'on le sait, les artistes connus et déjà reconnus ont beaucoup plus d'impact sur l'algorithme que les artistes peu connus. Et donc derrière, on entendait d'ailleurs au forum Entreprendre la culture la semaine dernière, où il y a 10 jours, un des groupes de recherche qui a travaillé sur l'algorithme de Spotify et qui signalait le fait qu'effectivement, si vous êtes un artiste méconnu et inconnu, si vous ne faites même pas 100 écoutes sur la plateforme, en fait, vous allez pouvoir rester sur la plateforme indéfiniment, mais vous n'aurez jamais de push de l'algorithme et donc vous serez invisible pour toujours. Un peu à l'image de nous sur YouTube actuellement. Oui, ça c'est... Mais ça fait partie effectivement du fait que les algorithmes vont plutôt pousser des contenus qui ont déjà de la visibilité que de pousser des nouveaux contenus qui n'ont pas de visibilité, quoi. Et donc là-dedans, le quatrième point, c'est de se dire qu'économiquement parlant, il y a des enjeux, il y a des régulations économiques qu'il va falloir petit à petit opérer. Hein, on le voit sur toute la question de la fiscalité et des impôts pour ces entreprises-là, mais il y a des enjeux économiques dont il ne faut pas être dupe. Ces entreprises ne sont pas sans lucrativité, hein, même si OpenAI est une organisation non-profit, ne sont pas sans lucrativité. Les intérêts économiques pour faire fonctionner ces algorithmes-là doivent, de notre point de vue, être gouvernés du point de vue de principes démocratiques, c'est-à-dire d'enjeux d'enrichissement de la société et non pas de capitalisation simplement pour certaines et certains. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que le groupe d'experts qui expertisait cet appel à projet de OpenIA était le board de direction de OpenIA. Donc, en réalité, derrière, cette décision n'était pas démocratique. Non, tout à fait. Ce n'était pas des avocats ou des juristes. Ou des militantes et des militants, ou des gens venant d'institutions publiques, etc. Donc, tu sentais bien que derrière, de toute façon, on était dans un democracy washing et que la solution qui sera proposée, les solutions qui seront expérimentées ou proposées seront finalement des cautions et des vigilances avant que les États ne se mobilisent sur ces sujets, quoi. Et donc là-dedans, la question qui nous soucie aujourd'hui, nous préoccupe, c'est de se dire quand est-ce que les États vont se mettre aussi. Alors l'Europe fait un énorme travail, il y a des observateurs qui travaillent sur ça, l'UNESCO fait aussi du boulot sur ça, et on a besoin, nous aussi, les usagers, de venir avoir aussi des réflexions et des pensées, et c'est vrai que c'est un des sujets qui va nous animer l'année prochaine à partir du lancement de la deuxième partie de notre saison 2 de Culture Pixel, à partir de septembre, autour de ces questions-là, et on animera un certain nombre de réflexions et de sujets sur la découvrabilité, dans le fond sur les IA, en fonction aussi de ce que vous nous renvoyez comme questions, envies, commentaires ou autres. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si vous avez des questions, des commentaires ou autres, n'hésitez pas, c'est le moment, là, ça fait à peu près 25 minutes qu'on vous parle. L'enjeu pour nous, c'est toujours d'avoir un contenu un peu descendant comme ça, puis après d'avoir un temps d'échange avec vous. Sachant que ces vidéos, vous pouvez les retrouver après sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter Culture Pixel qui est le lien est dans la bio de Culture Pixel et ça vous permet comme ça d'être informé à la fois de nos modes de réflexion du moment et puis des lives. Évidemment, on est sur des sujets qui sont un peu complexes. Nous, notre enjeu, c'est vraiment de former le grand public et les entrepreneurs à l'impact qu'a le numérique dans notre travail, dans le travail des acteurs culturels, mais aussi des artistes.
Et donc, pour nous, c'est pour ça on tire les sujets parfois jusqu'à des questions démocratiques, médiatiques, etc. Parce que finalement, c'est un prisme sur lequel il n'y a pas grand monde qui en parle. Souvent, on voit des contenus un peu économie pure, blockchain, Google Ads, NFT. Et nous, on trouve que c'est un peu dépassé comme sujet parce qu'en réalité, l'enjeu social et écologique aujourd'hui, il est plutôt de se poser des questions comment faire ensemble que comment gagner plus, quoi. Après, c'est sûr que le mentorat pour devenir le meilleur entrepreneur du monde et gagner 10K en un mois, il est important quand on commence, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous, le plus souvent, on gagne de l'argent sur des enjeux qui sont plutôt libertaires, qui viennent poser des questions de soutenabilité, de transition culturelle, de transition écologique, de transition démocratique, et c'est plutôt ça qui nous intéresse très profondément, quoi. Est-ce que vous avez envie de discuter avec nous? Est-ce que vous avez des questions? On peut repasser sur des duos si vous le sentez, mais ce serait bien que ce soit des gens sur ce sujet. Et puis sinon, vous n'hésitez pas à nous contacter par ailleurs. Ouais. Et on vous souhaite un très bel été. Ouais, on va pas revenir en live avant la fin du mois d'août, ou début septembre, exactement. Et surtout, n'oubliez pas, nous avons découvert, je vais te lancer ça, et surtout, n'oubliez pas, comme le dit Snoop Doggy Dogg. Être connu sur Instagram, c'est comme être riche au Monopoly. On adore cette phrase-là. Ça va devenir notre gimmick. Allez, très vite. À très vite, très belle été à tous et toutes. Pixellement votre.